Donc bienvenue pour cette 5e session du colloque de TESACO, donc qui concerne les automates et l'autonomie. Donc on va être beaucoup plus en lien avec la robotique, l'intelligence artificielle appliquée à la robotique, et donc le rôle du corps, l'encorporation, pour prendre les termes de notre regretté collègue Jean-Paul Laumon, qui était professeur de robotique, qui avait eu la première chaire de robotique au Collège de France. Et on dit des fois, enfin on dit en anglais embodiment. Vous savez sûrement que les automates sont dans les sociétés humaines depuis bien longtemps. On pense souvent au Hercule des héros d'Alexandrie, pour lequel on avait juste à soulever une pomme pour que cette statue mécanique tire une flèche sur un monstre. On a aussi le canard de Vaucanson, qui est un exemple du XVIIIe siècle, donc de série de mécanismes, d'automatismes, mais sans programme informatique pour les piloter. Bien sûr, avec l'informatique, avec les ordinateurs, et donc maintenant l'avènement des robots, on a un autre degré d'automatisation. Et pour reprendre un terme de Jean-Paul Laumon, enfin une expression de Jean-Paul Laumon, pour lui, un robot, c'est à la fois une machine qui bouge, animée par un ordinateur. Donc c'est différent d'un programme informatique dans le sens où il y a un corps qui est en jeu, qui interagit avec le monde physique. Et en même temps, c'est différent d'un automate, puisque justement, il y a un programme informatique qui le contrôle, qui le pilote. Et donc, pour contribuer à cette session, nous avons 2 orateurs, oratrices invités, que je remercie vraiment beaucoup d'être venus pour participer à ce colloque. Claire Finkelstein, donc, qui est professeure de droit et de philosophie à l'Université de Pennsylvanie, et dont les recherches portent sur le droit et la politique de sécurité nationale, avec des questions importantes comme la gouvernance démocratique et l'éthique professionnelle. Et de façon particulièrement intéressante, je pense, c'est pour les débats qu'on a à avoir en ce moment. Elle est experte en droit des conflits armés, en éthique militaire, en droit de la sécurité nationale et en éthique professionnelle, mais avec aussi un parcours divers. Elle est passée par la philosophie aussi un temps, et ses autres travaux portent sur la théorie du droit pénal, la philosophie morale et politique, donc il y a sûrement des liens avec beaucoup de discussions qu'on a eues jusqu'à maintenant, la jurisprudence et la théorie du choix rationnel. Et puis ensuite, on aura pour nous accompagner Nathanaël Jarassé, qui présentera après, qui est chargé de recherche au CNRS et qui travaille à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de Sorbonne Université. Donc on est collègues et on travaille au même laboratoire. Et qui est spécialiste de l'interaction physique humain-robot, de robotique de rééducation, d'assistance. Et donc ces recherches portent sur le développement de technologies au service du handicap, le contrôle moteur humain, mais aussi des questions d'appropriation des dispositifs techniques et les relations entre technologie et société. Donc, tu es aussi très impliqué dans toutes les questions éthiques que ça soulève, et donc c'est des choses dont on va pouvoir discuter. Donc Claire, à toi la parole. Alors, j'ai fait l'introduction en français, parce que je sais que tu comprends bien le français, mais vraiment, sens-toi à l'aise de le parler en anglais. Alors oui, merci beaucoup, et je vous remercie tous pour patienter avec mon français. Je vais essayer de parler en français, mais je n'ai pas l'habitude de parler de choses techniques en français. Alors parfois, ça va forcément être un peu de franglais. J'ai préparé les slides en anglais. Alors pour les anglophones, et surtout, je ne voulais pas vous exposer à mes fautes d'orthographe. Alors, je vous prie de vous patienter là-dessus aussi. Mais avant de commencer, je voulais remercier Daniel, surtout, pour organiser ce colloque magnifique. J'ai trouvé les discussions et les lectures formidables, vraiment très intéressantes. J'ai appris beaucoup. Et aussi Serena, qui a la patience d'une sainte. Et vraiment, merci vivement. Ça fait un grand plaisir d'être parmi vous. Alors, je vais parler de l'IA dans le contexte du conflit armé et surtout l'IA incarnée. Car je pense que l'IA incarnée pose des problèmes d'un niveau dont on ne parle pas et dont on ne se rend pas compte encore, qu'il y a des problèmes qui nous attendent, et que la discussion de l'IA générale qu'on a tendance à avoir ne nous prépare pas suffisamment pour ce qui va se dérouler
dans le conflit armé. Alors, je propose de diviser la discussion en 4 parties. D'abord, quels sont les avantages, au moins théoriquement, de l'IA dans le conflit armé? Quels sont les risques éthiques de l'usage de l'IA dans le conflit armé? Quels sont les risques particuliers associés avec l'IA incarnée? Et puis, la question toujours de faire le bilan, les risques importent-ils sur les avantages? Voilà. Alors, quels sont les avantages de l'IA dans le conflit armé? Commençons avec le fait que certains problèmes qu'il y a dans le conflit armé en général peut être résolu avec l'usage de l'intelligence artificielle. Alors, surtout le problème de la, comment on dit, deterrence générale, dissuasion, merci, générale associée avec l'usage de menaces qu'on utilise tout le temps dans les relations internationales. Alors, on va parler de ça tout de suite. Ensuite, il y a le problème de la vitesse dans le conflit armé, ce qui est très, très important, surtout pour des démarches défensives maintenant. Maintenant, le conflit armé, c'est surtout ça à faire avec la vitesse. Ensuite, les démarches, précisément de démarches en conflit armé, et surtout en ce qui concerne le protège des civils dans le conflit armé. Ensuite, c'est la quantité d'informations qu'on doit assimiler et ensuite prendre des décisions en fonction de cette information. Alors, tout cela suggère que l'IA a beaucoup d'avantages dans le conflit armé. Alors, d'abord, je parle de la dissuasion. Voilà une situation qui nous arrive tout le temps dans le conflit armé ou bien dans les relations internationales. On donne une menace dissuasive. Par exemple, pays A dit à pays B, si vous n'enlevez pas vos silos nucléaires de tel ou tel endroit, nous prendrons telle ou telle action militaire. Ça peut être, par exemple, ça peut décrire le Cuban Missile Crisis, par exemple, qui était l'expérience dans les années 60 aux États-Unis, Cuba. Alors, la caractéristique qui est très importante pour comprendre ce genre de situation est que pour suivre la menace, il y a toujours un prix pour celui qui donne la menace. Alors, ce n'est pas gratuit. Imagine maintenant que pays A a issué la menace dissuasive. Ensuite, la chose qu'on voulait dissuader se passe. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de faire suite à la menace? Alors, le problème, c'est que le prix est peut-être très cher et le bénéfice est zéro. Parce qu'on n'a pas réussi à faire de la dissuasion, alors la menace n'a rien apporté. Alors, si tout cela est vrai dans une telle situation, ce n'est pas possible de faire suite à la menace de façon rationnelle. De la perspective de la connaissance commune de la rationalité, l'issuance de la menace est illogique. Et ça veut dire que la déterrence, la théorie de la déterrence dans un monde où tout le monde est rationnel et tout le monde a connaissance de la rationalité de l'autre, n'est pas une théorie rationnelle.
Alors, dans le monde de rationalité commune, comme on dit, la théorie de la déterrence, ce n'est de la dissuasion, c'est correct, n'est pas rationnelle. Ce n'est pas une théorie rationnelle, tandis que c'est la théorie qui forme la base de nos relations internationales depuis les années 50. Alors, l'IA peut aider avec ce problème. Comment? Avec l'IA, et en particulier l'IA instituée dans le conflit armé et les relations internationales, il y a la possibilité d'éviter le problème de la dissuasion. On peut utiliser l'IA pour s'assurer qu'une menace dissuasive est suivie en cas d'une menace échouée. Parce qu'on peut s'assurer que tout se déroule automatiquement. Alors, et on appelle ça en anglais laws, lethal autonomous weapon systems. Alors, j'appelle ça laws, un peu ironiquement, mais bon, c'est ça le nom. Que toute réflexion humaine se passe au moment de T1, T1, et puis il y a un événement à T2 qui prompte, c'est l'échéance bien sûr de la menace, qui suggère que maintenant il faut faire suite, mais à ce moment-là, s'il n'y a pas le raisonnement humain qui doit réfléchir sur si on va faire suite, si tout le procès est automatique et contrôlé par l'IA, il n'y a pas de question d'échéance ni de l'irrationalité dans cette séquence. C'est-à-dire que la suite de la menace est automatique et ne peut pas échouer. Alors c'est effrayant, c'est un peu le monde de Dr. Strangelove, si vous connaissez ce film, qui a mené dans ce cas à un désastre total. Mais c'est la solution au problème de la dissuasion. Bon. Ensuite, c'est la vitesse. Le problème de vitesse est maintenant peut-être un des plus grands problèmes dans le conflit armé. On n'a pas la capacité de répondre à la vitesse qui est nécessaire pour se défendre. Surtout dans le monde de cyber menaces, on arrive à un moment où les menaces avec lesquelles on doit faire face vont arriver plus rapidement que les capacités humaines de réfléchir. Alors, automatiquement, il est nécessaire, ce n'est pas simplement que l'IA peut le faire mieux, mais qu'on ne peut pas se défendre sans l'usage de l'IA. Ce serait impossible qu'on réponde avec la vitesse qui est nécessaire. Et ça on dépendra sur l'IA pour se défendre dans certains cas, surtout en tout ce qui concerne cyber, ou bien pour répondre aux attentats qui sont eux-mêmes basés sur l'intelligence artificielle. OK. Troisièmement, la précision. Alors, il y avait beaucoup de problèmes qu'on essaie de cibler et utiliser ce qu'on appelle le principe de distinction pour nous assurer qu'on ne cible pas les civils. Mais il semble que très probablement, l'usage de l'IA sera plus précis et feront moins d'erreurs que le jugement humain. Alors, si on analyse, par exemple, le fameux cible en Baghouz, Syrie, qui a fait les États-Unis,
en 2019. Maintenant qu'aux États-Unis, on a beaucoup parlé et il y avait beaucoup de reportages là-dessous. On a visé une collection de femmes et d'enfants, à peu près 50. Et après, il y avait une autre cible, un autre bombardement qui est arrivé tout de suite après. On a tué encore davantage. Au départ, avec cet événement, il y avait un drone pour la surveillance qui a détecté pas de combattants dans l'endroit. Il n'y avait que des civils, c'était reporté. Et ensuite, tout de suite, il y avait un bombardement qui était décidé par le jugement humain. Ensuite, une autre. Alors, il y a beaucoup d'analyses pourquoi c'est passé, mais c'est presque toujours un jugement humain qui a mal interprété les signaux qui étaient disponibles pour la surveillance. Alors, comme était reporté par le New York Times dans un article qui a été publié quelques années après, je le dis en anglais, a 5th Special Forces Group officer on the task force looked at the drone footage and didn't see any civilians, a task force officer said, but the drone he relied on only had a standard definition camera. Central Command said there were no high-definition drones in the area that could get a better view of the target. Alors, en général, quand on fait des erreurs et on cible des civils, c'est un problème de l'interface entre la technologie et le jugement humain. Alors, je ne sais pas et on ne sait pas encore, je n'ai pas vu de reportage là-dessus, si c'était possible avec la technologie qui était disponible, d'arriver à une autre conclusion en regardant ce reportage, ce footage. Mais la technologie existe pour conclure autrement dans cette situation. Alors, s'il y avait un high definition drone dans l'endroit, on aurait conclu autrement. The Special Forces officer gave the order to fire with no precision missiles left, the command said. The ground commander called in 500 and 2,000-pound bombs. The strike log classified the strike as self-defense. Alors là, c'est encore l'erreur qui est rajoutée là-dessous, parce que c'était là surtout le jugement humain, parce qu'il n'y avait pas les outils pour faire un cible précis. Alors il a utilisé quelque chose qui était beaucoup plus grand pour la situation, tandis que tout le temps c'était que des civils. Alors je pense que c'est ici surtout que l'IA a la possibilité de mieux comprendre et mieux organiser l'environnement civil et de faire des plans de l'environnement civil. Mais ce qui serait très, très important, c'est que les humains sont bien well-trained dans la capacité d'utiliser tout ce que la technologie peut apporter et peut enseigner sur cet environnement. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Ça va prendre beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement. OK. L'IA, les applications militaires de l'IA peuvent apporter beaucoup de bénéfices, dont encore en utilisant, en naviguant l'environnement civil, surtout à cause des technologies qui assistent avec la recognition visuelle, facial recognition technology. C'est quelque chose, ce n'est pas utilisé encore,
dans les efforts et est-ce qu'on dit le ciblement? Le ciblage, merci. Mais la possibilité existe qu'on peut marier les capacités de recognition visuelle, faciale, avec le ciblage. Et ça d'après ce que je comprends, ce n'était pas fait encore. Mais c'est aussi, et on va parler de ça dans un instant, c'est aussi le potentiel d'être très, très dangereux. Alors c'est ça, tout effet est double. On va voir ça. Ça peut, sur le plan de bénéfice, ça peut assister avec l'identification de cibles plus efficaces et aussi d'autres systèmes qui peuvent aussi nous assister de diviser les civils des combattants. L'IA peut aussi assister avec l'intégration de toutes les stimulations visuelles, auditory, toutes sortes de stimulations pour améliorer la compréhension du plan civil. Et ça peut aussi, comme je dis, distinguer les combattants des civils et aussi éviter ce qu'on appelle le friendly fire, je ne sais pas, et les incidents de friendly fire. Alors, je pense que l'IA vraiment promet la possibilité d'assister de façon majeure avec civilian harm mitigation, la mitigation however you say it, civilian harm mitigation. Alors, mon français technique, je vous ai prévenu. Et dernièrement, pour bénéfice, Big Data Analytics can be useful as full-blown AI programs. Il ne faut pas penser que l'IA, c'est la seule chose qui peut assister. Alors, je vous donne un exemple. C'est un exemple un peu controverse, mais le programme qui était beaucoup critiqué, ça s'appelle Lavender. Il y avait utilisé par le IDF. C'était discuté dans un magazine, dans un journal qui s'appelle 472. Mais le couvert du journal était comme ça. Lavender, the AI machine directing Israel's bombing spree in Gaza. Et ils disent, the Israeli army has marked tens of thousands of Gazans as suspects for assassination using an AI targeting system with little human oversight and a permissive policy for casualties. Il y a juste un petit problème, c'est que cette technologie, ça n'a rien à faire avec l'IA. Ce n'est pas du tout un système de l'IA. C'est un Big Data Processing Program. Et c'est une technologie très âgée. Ce n'est pas une jeune technologie. Alors, ce que ça fait, c'est ça prend tout le data qu'on peut voir, ça fait aucune décision selon les cibles, ça ne choisit pas de cible du tout. Ça rassemble toutes les informations et puis ça les organise et donne plus d'informations. C'est un ancien, minimum 5 années, je pense, âgé, qui n'utilise pas l'IA. Mais ça peut être utile. Les problèmes, s'il y a des problèmes dans les décisions qui font le IDF, ça a à faire avec le jugement humain. Ça n'a rien à faire avec l'IA et rien à faire avec les données de ce programme. Alors, c'est mal compris. Alors, avec tous ces avantages, donc, quels sont les risques éthiques et quels sont les problèmes? Alors, d'abord, on parle maintenant, il y a beaucoup de discussions
des risques d'éliminer le jugement humain de la chaîne de mort. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de façon éthique? Est-ce que c'est légal? Maintenant, ce n'est pas permis aux États-Unis. Ça n'a pas été fait dans d'autres pays non plus. Mais je dirais, on est très proche. C'est un danger, c'est un gros danger, et c'est la question éthique dans ce domaine. Et si on pense qu'il va y avoir une ligne qu'on ne va pas croiser, il faut penser autrement parce que ça va arriver très vite à cause de tous ces avantages, surtout le problème de déterrence, de dissuasion. Pardon. Alors, la question, et c'est essentiel de répondre à cette question, et jusqu'à maintenant, on n'a pas de réponse. Quand est l'intervention humaine suffisante ou la question de mort est concernée? Même si les décisions dans la chaîne de mort peuvent être prises de façon précise et éthique avec un système d'intelligence artificielle, est-ce qu'on est confortable que les principes de la responsabilité ordinaire continuent à s'appliquer quand c'est une machine qui décide et non pas des êtres humains? C'est ça la question. Alors c'est à la fois une question éthique, une question légale et une question technologique. La question, pour en être plus précise, est-ce que la responsabilité demande que le jugement soit utilisé, soit exercé au moment de la décision de l'action, c'est-à-dire T2. Alors, la directive du département de défense 3000.09 l'empêche pour l'instant. Alors, voilà. Maintenant, le principe est que le policy est que autonomous and semi-autonomous weapon systems shall be designed to allow commanders and operators to exercise, et la phrase est appropriate levels of human judgment over the use of force. Mais ce n'est pas défini. Alors, on ne sait pas quel est appropriate levels of human judgment. On ne sait pas du tout. Alors, en ce qui concerne les semi-autonomous weapon systems, ils peuvent être utilisés pour des démarches létales, mais ils constatent que, in the event of degraded or lost, que le système peut pas sélectionner le cible de façon autonome. Et c'est consistant avec le jugement qu'il doit y avoir un jugement humain dans le système. C'est ça le problème. Ils font une démarche très rapide maintenant dans le Pentagone et dans les communautés de Department of Defense en disant que c'est suffisant d'avoir un être humain qui peut l'empêcher au moment de T2 et qui peut s'arrêter et que ça consiste que le requirement of appropriate levels of human judgment est satisfait dans cette manière, dans la manière qu'un être humain peut dire on s'arrête. C'est-à-dire que tout le procès serait automatique, se déroule automatiquement, même la décision d'aller avec un certain cible et de
de tuer ce cible, sauf que un être humain doit avoir la capacité de l'arrêter. Et je dis que on peut trouver ça, et ça je vois comme un problème, on peut trouver ça acceptable de façon des principes de responsabilité normaux. C'est-à-dire qu'on peut toujours baser la responsabilité sur the design, the deployment, the use, or even an omission. C'est-à-dire le fait de ne pas exercer la décision de l'arrêter. On peut très bien dire c'est compatible avec la décision normale de la responsabilité. Comme c'est maintenant une terminologie qu'on n'utilise plus, mais on parle de human in the loop. Et on peut dire que a human in the loop n'a pas besoin d'exercer le jugement au moment de le ciblement. OK. Maintenant, on vient au sujet de l'IA incarnée. Alors, tous ces problèmes dont je viens de parler, c'est rien par rapport aux problèmes qu'on a avec l'IA incarnée. Là, c'est un autre niveau de problème, je dirais. OK. Pourquoi? Parce que dans un sens, on dirait que la technologie autonome a existé depuis très longtemps. Surtout pour, par exemple, la protection de la maison. On a toujours eu de la technologie autonome pour protéger la maison. Alors, man traps and spring guns. Depuis très longtemps, on a eu la possibilité de créer un man trap ou un spring gun. Ça, c'est un très ancien publicité pour ces systèmes, mais parfois c'est jugé légal, parfois c'est jugé illégal. Enfin, ça existait depuis très longtemps et c'est une façon d'avoir un système de protection autonome. Crocodiles and moats. C'est aussi un système autonome pour protéger la maison. Et pourquoi personne n'a pensé qu'il y avait un problème avec ça? Landmines. Landmines sont aussi un système autonome pour la protection du territoire. Alors, dans un sens, est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir des systèmes autonomes, fully autonomous weapons systems? Je pense qu'au niveau de la responsabilité, parce qu'on on entend beaucoup parler du fait que les systèmes autonomes ne peuvent pas être capturés, modeled, avec les principes de responsabilité normaux, mais je pense que ce n'est pas vrai. The best model of corporeal non-AI-based autonomous weapons systems, bon, c'est plus facile pour moi en anglais de dire ça parce que c'est beaucoup à dire, c'est wild animals. C'est un système autonome, on ne contrôle pas tout à fait. Le sélectionnement de cibles, c'est parfait. Ça fonctionne vraiment très bien, s'exerce un jugement qui est parfois aussi bien que les êtres humains. Et on ne dit pas, mais si j'ai un animal sauvage, on a tout un coup des problèmes avec la responsabilité. On peut très bien comprendre comment un système légal peut exister autour de les animaux sauvages qu'on a chez soi. Il y avait des lois depuis très longtemps. En anglais, on dit « every dog gets one bite ». Et puis, il faut faire face aux conséquences. Voilà.
c'est un système pour exercer la responsabilité sur les animaux sauvages. It's called a cage. Oui. Alors, l'idée que si c'est un système autonome, on n'a aucun moyen d'exercer la responsabilité et d'imposer des principes de responsabilité, c'est pas vrai. On a des systèmes, je ne sais pas pourquoi des chercheurs en IA sont hystériques autour de la question de la responsabilité. Mais avec l'IA incarnée, il y a des risques qui, en effet, posent des problèmes qui sont nouveaux. Alors voilà, ce chien artificiel, c'est une photo qui a pris d'ailleurs mon frère il y a quelques jours à Eurosati, ici en France. C'est la réunion des arms dealers qui a fait beaucoup de presse ces jours-ci. Et il a rencontré ce gentil chien. Alors, le chien, ça assiste avec la vision de nuit et je ne sais pas quoi d'autre. Mais vous voyez, c'est marqué gendarmerie. Alors, je pense que c'est proposé comme une assise pour les gendarmes et aussi naturellement dans le conflit armé. Et qui a la responsabilité si on ne sait pas ce que va faire ce chien? Est-ce que c'est exactement comme les animaux sauvages que je viens de montrer? Ou bien est-ce que c'est des principes de responsabilité tout nouveaux? Il y a des chiens comme ça qui sont en usage, effectivement, dans le conflit armé. Ça existe, c'est utilisé. La plupart du temps, c'est pas pour tuer, mais c'est pour apporter les choses dedans, la plupart du temps. Mais tout a un double usage. Alors ça, c'était créé, la base était créée à l'Université de Pennsylvanie et ensuite dans le GRASP Lab avec par des gens avec qui je travaille. Et dont le problème, c'est qu'il y a des gens qui voulaient la convertir à être un lethal weapon. Ils ont mis un machine gun dessus. Voilà. Alors, quand c'était créé, c'était pas créé pour la guerre. C'était créé pour une expérience, c'était créé pour voir ce qu'ils pouvaient faire les quadrupèdes, mais c'était converti comme ça parce que des gens qui voulaient l'acheter voulaient faire ça avec. Alors, tout a un double usage. 5 minutes, très bien. Les portables, multiples usages, c'est un usage très très important dans la guerre et très dangereux dans la guerre. Il y a tout un tas de problèmes avec l'ennemi qui peut découvrir le placement des troupes par les portables. Les quadrupèdes, comme je dis, c'était pas du tout créé par Boston Dynamics pour l'usage en guerre, mais les possibilités sont infinies. Ce robot était utilisé par la police en Dallas. Il y a quelques années, il y avait un tueur qui était très, très dangereux et il avait une bombe. Ce petit robot était utilisé, envoyé pour le tuer, effectivement. Et c'était une démarche parfaite. La police à Dallas savait comment l'utiliser. Pas un civil était tué, mais après, il y avait un cri. Les gens étaient furieux que c'était utilisé et ils ne l'ont pas fait après. Mais tout ce qu'on voit du plan militaire va être utilisé par la police. Il faut compter sur ça. Et finalement, ça, c'est un Marine Autonomous Vehicle. C'est très utile maintenant par Ukraine.
dans le Black Sea. Et ça, maintenant, le Department of Defense les développe en pensant à la Chine et la possibilité qu'il va y avoir vraiment pas mal de batailles et que là, en Chine, dans le South China Seas, on n'aura pas la possibilité de faire face aux Chinois avec très peu de force. Et eux, ils auront beaucoup plus de personnes. On aura besoin des systèmes autonomes. Voilà. Tout ça a une double utilisation, néanmoins. Et est-ce qu'on accepte ces systèmes? Finalement, pour conclure, le plus grand risque, je pense, le plus grand risque, c'est qu'est-ce qui se passe quand un système autonome se rencontre à un autre système autonome. On n'a aucune idée. Aucune idée. On n'a pas testé, on n'a pas de manière de tester. C'est ça le problème. Et là, c'est le plus grand risque. Je pense qu'on commence à voir vraiment ces systèmes autonomes sur le champ de bataille. On ne peut pas dire à l'avance qu'est-ce qui va se passer, même sur un côté et pas seulement entre côtés, entre pays, par exemple. Alors, est-ce que le bilan, est-ce que les risques, are they worth the benefits? Est-ce que on se lance dans ces expériences l'IA ou pas? Alors, le deuxième risque, je pense, le plus grand, c'est swarm technology. C'est ça qui a un risque énorme. D'après ce que je pense que le swarm technology est vraiment ce qu'on peut appeler maintenant a weapon of mass destruction. Alors, on a créé une deuxième sorte de weapon of mass destruction qui peut détruire la Terre. Alors, je pense que le risque est tellement grand que les bénéfices ne vaut pas la création de ces technologies, mais on doit faire face au fait que c'est déjà parmi nous. On ne va pas probablement pouvoir l'arrêter. Alors, c'est très pessimiste comme conclusion, et je vais finir avec quoi si on n'est pas sur le champ de bataille, mais est-ce que c'est ça le métro de l'avenir? Le problème avec la technologie incarnée, c'est que c'est répandu. Ça va être parmi nous dans tous les coins. Et et l'usage va être impossible de cibler et de contrôler. Et pour éveiller tout le monde, le sexe, l'industrie de sexe, bien sûr, on sait maintenant il y a une grande industrie de sexe, de robots. Et il y a même des gens qui pensent que ça va diminuer la population. Alors, c'est possible, c'est peut-être dangereux, il y a un côté peut-être bien de ça, mais c'est une question, est-ce que ça va vraiment affaiblir peut-être les relations humaines? Alors, je vous laisse décider. Merci beaucoup, Claire, et merci énormément d'avoir fait l'effort de parler en français. Je vous propose qu'on prenne une ou deux questions sur leur durée, le temps de la transition pendant que Nathalie s'installe. My question is about the deterrence piece. So how plausible do you really think it is that that a state would really like lock itself into deploying, like actually fully autonomize some major operation or some major, probably a bombing or something like that, such that it was just 100% pre-committed in a way that achieves the kind of rational deterrence that you're describing. It just seems that there would always be something that a state could do to intervene in that process, even if it claims that it's fully autonomous.
that would then, just kind of reinsert the problem again? Yeah, I think what we'll go to is a system of human beings being able to step in and cancel an automatic system. That's what I fear. So we'll say there's a human in the loop so long as a human being can break the cycle. But I think there'll be such a pull of the autonomous cycle and the pre-design that it will be very difficult to actually interrupt an existing cycle, because all the planning will be around the entire sequence. So all the military planning will be for the full steps of the sequence, and there'll be a strong presumption against stepping in at the targeting moment. Got it. So it changes the default, basically. It changes the default, and that's what I'm really worried about, yeah. But isn't that good in a sense, because then it makes the threats credible? That's the issue. So one way to put the dilemma is that AI gives us the possibility of making the threats credible, and the cost of that will be very high. When we carry out the threats. Yeah. Merci beaucoup. Donc Nathanaël Jarassé, chargé de recherche au CNRS en robotique, mais avec aussi une casquette interdisciplinaire et des questions d'appropriation des dispositifs techniques, notamment dans le cadre des prothèses et des outils robotiques qui sont utilisés pour des situations de handicap, et donc les relations entre technologie et société. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'introduction et merci pour l'invitation. Oui, vous m'entendez mieux? Oui, je vais parler plus fort. Donc je suis effectivement chargé de recherche au CNRS dans un laboratoire de Sorbonne Université, et ma recherche porte sur le développement d'aides techniques, notamment pour le handicap, donc de développer des prothèses, des exosquelettes, des machines de rééducation. Mais il se trouve que c'est un domaine où il est difficile, voire impossible, de répondre aux besoins si on ne considère que les problématiques technologiques. Et donc dans l'équipe avec laquelle je travaille, on s'intéresse beaucoup aux problématiques, notamment en SHS, d'appropriation, d'usage et de relations sciences et technologies. Donc c'est dans ce cadre-là en fait que j'interviens. Sur la question notamment d'éthique, des enjeux éthiques autour de ces technologies d'assistance au corps. Donc en fait, le domaine plus global dans lequel je travaille, c'est la healthcare robotics, robotique pour la santé, qu'on traduirait pour robotique médicale, qui est en fait aussi vaste que la définition de la santé l'est. La définition de la santé donnée par l'OMS en 1946, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire que dans la notion de santé à la base, il y a cette notion de bien-être, de confort, de développement personnel, qui fait que des pratiques de santé, les pratiques anthropotechniques, de chirurgie esthétique, de prévention des troubles musculo-squelettiques, etc., font partie de la santé. Donc les applications de la robotique dans ce domaine-là, elles sont en grand nombre. La principale application de la robotique dans le domaine de la santé, c'est l'assistance à la chirurgie. Donc il y a un certain nombre d'outils robotiques. On ne parle pas de robots autonomes, mais d'outils au service des thérapeutes pour faciliter la réalisation d'opérations. Donc vous avez par exemple le système Da Vinci d'Intuitive Surgical, qui est une station de téléopération de chirurgie mini-invasive qui permet à un chirurgien de pratiquer des gestes qu'il ne pouvait pas faire en chirurgie ouverte ou laparoscopie traditionnelle. Vous avez notamment beaucoup de choses sur l'imagerie, avec le système par exemple Accuray, qui est un système qui permet de faire de l'imagerie robotisée et de l'action par faisceau de protons comme un scalpel technologique. Vous avez des applications de rééducation. Donc l'idée, c'est là, cette fois, de fournir des aides techniques pour aider les personnes à récupérer des capacités motrices suite, par exemple, à un AVC. Donc là, vous avez en haut le système Locomat de la société suisse Ocoma, qui est couramment utilisé dans des hôpitaux, même en France, qui est une sorte d'exosquelette de jambe sur un tapis roulant, qui permet de rééduquer la personne pour la marche, qui remplace en fait les deux kinésithérapeutes allongés par terre entre des barres parallèles pendant qu'un patient réapprend à mobiliser son corps. Donc c'est un bénéfice pour le patient parce que ça intensifie la thérapie, et pour les thérapeutes parce que ça leur permet de prendre en charge plus de gens en rendant la thérapie plus intense. Ça peut prendre aussi l'aspect de jeu sérieux. Vous avez une plateforme Tyromotion qui est disponible dans certains hôpitaux avec des jeux instrumentés, des systèmes de serious game, d'aides techniques des fois très simples, de joystick à retour d'effort pour la rééducation. Et l'autre domaine, quand la rééducation n'est pas possible, donc il y a des pathologies pour lesquelles vous ne récupérez pas, vous allez avoir besoin d'une assistance motrice ou sensorimotrice à vie. Vous avez la robotique d'assistance physique, donc par exemple
dans le cas d'une amputation, des prothèses robotisées de membres, des exosquelettes d'assistance à la marche des personnes paraplégiques ou des personnes blessées médulaires qui ne récupéreront jamais leur capacité, donc qui vont être assistées, ou des bras sur fauteuil pour des pathologies de paralysie lourde, des hémiotrophies spinales ou ce genre de choses, sachant qu'un premier élément en lien avec la largeur de la définition de la santé, on va trouver aussi de l'assistance physique à des opérateurs en contexte industriel, c'est-à-dire qu'on s'adresse à la santé des biens portants, c'est plutôt non pas de de soigner, mais de prévenir l'apparition d'un trouble musculo-squelettique, d'un handicap. Donc vous avez ici un exosquelette, le Cray de German Bionics, qui est utilisé dans des entrepôts logistiques pour éviter le problème de mal de dos et de blessures médulaires chez des opérateurs en industrie. Et puis vous avez tout un tas d'autres applications, la téléprésence par exemple, avec l'idée dans cette période où on a une pression forte sur la médecine ambulatoire et un retour rapide des patients à domicile, pouvoir en fait prolonger, on va dire, l'hospitalisation à domicile avec de la télésurveillance, de la téléprésence. Vous avez des robots type compagnons sociaux, comme par exemple le Parrot, qui sont utilisés dans certaines maisons de retraite pour faire de la médiation cognitive ou du compagnonnage auprès des personnes de grand âge, de l'assistance cognitive, de la médiation, avec par exemple des travaux qui sont faits sur l'utilisation de robots pour introduire du dialogue avec des enfants relevant du spectre autistique, qui ont des fois plus de facilité à nouer le dialogue avec un être non vivant, et donc qui peuvent être utilisés pour de la médiation ou de la remédiation cognitive. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui existent. La particularité de cette médecine, de cette robotique pour la santé, c'est qu'il y a des prévisions énormes quant au marché que ça va représenter dans les années à venir. Donc tous les économistes prévoient des marchés énormes, notamment pour la chirurgie, mais qu'à côté de ça, c'est un marché très complexe. Il y a des grandes promesses d'utilisation et de développement, mais c'est un marché compliqué parce que déjà, il est de taille réduite. On est sur des niches de pratiques chirurgicales, des niches de handicap. Il y a beaucoup de restrictions parce que du matériel médical, il va y avoir des normes, des encadrements, des marquages, dispositifs médicaux qui sont particulièrement compliqués à avoir, avec des certifications et des validations cliniques qui mettent plusieurs années, voire dizaines d'années à être obtenues. Des problématiques de sécurité et de responsabilité très importantes, des processus de validation clinique longs et complexes, comme je dis, et puis un transfert coûteux et lent qui fait que beaucoup d'innovations de laboratoire, notamment pour le handicap, même très médiatisés, restent des projets de laboratoire et ne sont jamais transférés parce que quel industriel a envie d'investir des millions dans une technologie qui va aider 500 personnes amputées par an dans les pays occidentaux. Donc le résultat, c'est que finalement, malgré la demande, malgré la croyance, malgré les possibilités, la complexité du marché fait qu'il y a peu d'utilisateurs de cette healthcare robotique, c'est peu de connaisseurs de cette robotique-là. Il y a les patients et leurs proches qui en ont bénéficié, il y a les soignants qui commencent à s'emparer de ces outils-là avec une certaine difficulté, c'est qu'ils ne sont pas toujours formés aux technologies dans leur formation médicale. Puis les chercheurs et les professions académiques qui travaillent dessus, et des entreprises spécialisées. Mais peu de gens connaissent la réalité de cette technologie. Et le résultat, c'est que la robotique médicale elle est populaire, mais elle est assez inconnue. Et donc la connaissance qu'ont les gens de ces technologies-là se fait au travers de la médiation culturelle, de la science-fiction, de la publicité des entreprises, du discours des startups, notamment de promesses des startups. Et donc le résultat, c'est que ces technologies sont plus présentes dans le discours que dans la réalité, et elles existent beaucoup autour de la communication, notamment culturelle, plutôt que du service vraiment rendu. Mais ça leur suffit à avoir une existence et un poids comme un actant en sociologie. Max Jacob disait « Noé s'est créé », même si le robot médical n'existe pas, son concept existe et influence des prises de décision politiques, stratégiques, économiques, etc. Et donc le résultat, c'est ce décalage-là, c'est que vous avez d'un côté les représentations collectives et les mythes qui existent de, par exemple, ce qu'est une station de robotique chirurgicale dans le film Alien, et ce que c'est qu'en réalité, c'est-à-dire que cet imaginaire-là de la station autonome de chirurgie du patient est très forte, et les gens ont encore beaucoup de mal à comprendre qu'un robot aussi sophistiqué que le Da Vinci, qui est un nom prétentieux au passage, n'est qu'une station de téléopération. C'est-à-dire que vous posez le robot sur un patient, il ne va rien se passer. Le chirurgien qui est là manipule par des joysticks les outils qui sont ici, avec une vue 3D, ça lui permet un meilleur accès, mais concrètement, la machine n'est pas autonome, elle n'est capable de rien faire. Donc cette croyance dans le robot chirurgie, les questions des fois qui sont évoquées de responsabilité du robot dans la chirurgie, sont en fait pas forcément fondées. De la même façon, il y a un décalage entre l'imaginaire des exosquelettes et des prothèses, et puis la réalité des possibles actuellement.
quoique bien avancé, souvent en fait on est un peu déçu de voir la réalité de l'état des techniques actuelles. Et pour aller dans le domaine dont je suis spécialiste, celui de la robotique d'assistance au handicap, le bilan est très mitigé. Quand on casse l'image d'Épinal et qu'on regarde ce qui se passe derrière, on voit que les objets sont là, l'esthétique fait très futuriste, mais que quand on creuse la balance bénéfice-risque-contrainte, elle est encore interrogeable. Les temps d'apprentissage sont extrêmement longs. L'expérience sensorimotrice est très pauvre. Beaucoup de ces systèmes aident la motricité mais ne réparent pas la sensibilité. Or, nous sommes des êtres sensorimoteurs et agir sans percevoir ou juste avec la vue, c'est très compliqué. Il y a des problèmes de transfert de technologie qui font que ces magnifiques prothèses de la Johns Hopkins University ne seront jamais transférées en des produits parce que les tailles de marché sont microscopiques. Et puis il y a des avancées technologiques avec des verrous scientifiques importants, c'est-à-dire que derrière un exosquelette comme ça qui paraît le futur, je pourrais vous montrer des photos des exosquelettes des années 60 à l'université de Belgrade. Le concept est le même. Là, on a du carbone, on a des batteries, on a un smartphone intégré, mais concrètement, on n'a pas résolu les problèmes de partage de contrôle, de décodage de l'intention motrice. Le verrou scientifique est toujours là. Donc finalement, ces technologies, elles ne permettent pas d'augmenter les capacités humaines et elles réparent, elles assistent partiellement. Par contre, elles demandent vraiment des grandes capacités humaines, des grandes qualités humaines et de l'acharnement pour arriver à fonctionner. Et finalement, je vais couper court en disant ça tout de suite au débat sur l'augmentation, parce que le but de ma présentation ne sera pas un débat sur qu'est-ce que vont faire ces technologies en créant un déséquilibre d'augmentation de certaines personnes par rapport à d'autres dans la société, et tout ce que pourrait engendrer les questionnements autour du développement individuel, du transhumanisme, de ces idéologies libertariennes. Mais ça va être de plutôt vous montrer que même si on n'est pas encore au stade du danger de l'augmentation technologique, se pose un certain nombre de questions d'enjeux éthiques autour de la réparation, de l'assistance technologique au corps. Donc, ces enjeux-là, en fait, contrairement à ce que les croyances populaires croient, il y a déjà un grand nombre de principes qui les encadrent. Il y a des questions classiques soulevées de dignité, d'inviolabilité, d'intégrité physique, qui, par exemple, dans le domaine des prothèses qui s'anthropomorphisent, où on dit que l'intégrité et l'inviolabilité du corps fait que dans les pays qui respectent ce principe-là, on ne vend pas des parties de corps. On peut se poser la question sur des implants rétiniens, sur des pompes à insuline, des prothèses très sophistiquées qui vont devenir part de soi. Ça interroge ces questions-là, mais il y a des questions donc classiques de protection de la vie privée, de principe de précaution, de spécification de la finalité, de proportionnalité pour éviter des surdéveloppements technologiques pour un service rendu qui soit désuet, de respect de la diversité, de non-discrimination. Donc des questions classiques pour lesquelles il y a déjà beaucoup de réponses parce qu'il y a des cadres d'encadrement juridique et éthique qui existent, que ce soit le Conseil de l'Europe, l'UNESCO, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et puis il y a régulièrement des instances qui publient des documents éthiques, le groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies, le Conseil consultatif national d'éthique qui a eu des saisines sur des utilisations ou des détournements de technologies biomédicales, le rapport de la COMEST de l'UNESCO. Mais au-delà de ces questions qui sont classiques à tous les problématiques d'usage des technologies et de lien avec le corps et classique, il y a un certain nombre de problématiques nouvelles qui me semblent apparaître et qui sont intéressantes d'anticiper. Et donc je vais en passer certaines avec vous. Donc un premier point dont on ne mesure pas l'importance, c'est les questions de sécurité d'accès en lien avec la perte de contrôle et de liberté. La sécurité d'accès, quand vous avez votre ordinateur qui est piraté, c'est grave, mais c'est beaucoup moins grave que quand votre vie, votre individualité, votre liberté individuelle dépend de ce dispositif technologique pour s'exprimer. Vous avez ici une personne tétraplégique qui a un implant cérébral avec lequel elle est capable de piloter un bras robot pour arriver à saisir des objets. C'est une expérience de 2012 qui a nécessité beaucoup d'entraînement et qui a une pérennité assez réduite, mais disons que cette personne paralysée, sa seule capacité à agir sur l'environnement, c'est par le biais de cet interfaçage-là. Donc la question de la dépendance à la sécurité du canal de communication est vraiment fondamentale. Là, vous avez Dawn Fazey Webster, qui est une personne équipée d'un implant cérébral qui lui permet donc il y a un locked-in syndrome, elle ne peut pas bouger, pas s'exprimer. Elle s'exprime par le biais d'une synthèse vocale qu'elle pilote à une vitesse assez folle de 50 mots par minute. Mais malgré tout, cette personne-là, s'il y a un défaut, s'il y a une prise un détournement de sa technologie ou un accès, une perte de contrôle à ce système-là, on est sur une perte d'individualité ou de liberté individuelle plus qu'une perte un simple dégât matériel. Et la question se pose beaucoup depuis ces dernières années. Il y a beaucoup de recherches, notamment
de la part de hackers ou en sécurité informatique qui montrent que les gens n'ont pas bien anticipé les problématiques de sécurité sur les dispositifs médicaux. Il y a eu des démonstrations qui ont été faites dans des conférences de hack, la Black Hat par exemple, sur l'absence de sécurité sur des systèmes de pompe à insuline qui étaient facilement attaquables. À la DEF CON, il y a quelques années, un chercheur en sécurité informatique a montré qu'à proximité d'un pacemaker de certaines marques, on pouvait le reprogrammer parce qu'ils ont des systèmes de programmation sans fil pour ne pas avoir à rouvrir le corps du patient pour faire une mise à jour. Et donc, on pouvait altérer, par exemple, le cycle de stimulation électrique cardiaque d'une personne et donc atteindre potentiellement à sa vie par ces questions-là, par ces moyens-là. Une autre question qui a moins attrait directement à un enjeu de vital, mais c'est la question de la manipulation et de l'influence qui rejoint les concepts de nudge, donc c'est-à-dire de façon finalement de manipuler les gens et leur comportement par des moyens détournés pour éviter en fait le refus frontal de, par exemple, changer leurs habitudes. On va par exemple, vous avez des exemples classiques de design de nudge, ça va être dans des infrastructures urbaines où des villes vont mettre en place des marches musicales près des escalators pour pousser les gens à faire de l'activité physique et à prendre les escaliers plutôt que l'escalator, parce que ça marche mieux de faire cette approche-là que de dire aux gens, pour votre santé, faites de l'activité et prenez les escaliers. Ou par exemple, vous avez des problématiques assez connues, l'exemple plus connu de nudge design, c'est à l'aéroport de Rotterdam. C'est en fait pour éviter les problématiques de gens qui urinent à côté des cuvettes, ça a été de mettre des petites cibles dans les cuvettes qui font que ça marche beaucoup mieux parce que les gens se concentrent sur la cible et jouent à ce jeu-là, plutôt que de mettre des écriteaux de 1 mètre par 3 disant merci de respecter cet espace. Donc voilà l'exemple de nudge. Et la difficulté, c'est que comme on a vu tout à l'heure sur les problématiques de médiation, on met des robots avec des personnes en situation de fragilité cognitive, psychologique, des personnes du spectre autistique, des personnes âgées, des personnes fragiles. Et donc il y a un risque que ces personnes-là soient influencées par des outils qui pourraient être détournés ou qui puissent leur suggérer des comportements ou des idéologies. Il y a des problématiques un peu génériques de collecte de data et de vie privée et de remploi de données. Et je vous donne un exemple en fait, pour lequel finalement il n'y a pas encore vraiment de précédent, mais beaucoup des prothèses sophistiquées de main qu'on appelle des prothèses polydigitales, qui sont apparues il y a une dizaine d'années, qui possèdent beaucoup de moteurs dans les mains et donc qui ont des possibilités de faire des mouvements de doigts assez sophistiqués. Elles ont des trackers d'activité qui servent à 2 fonctions, qui servent principalement pour le constructeur à avoir accès à des fichiers d'archives sur l'utilisation qui a été faite de la main, faire de la maintenance, apprendre aussi à connaître comment les gens utilisent ce type de dispositifs-là qui sont complexes et peut-être mettre à jour le logiciel pour améliorer le service rendu. Il se trouve que ces datas-là, elles commencent à être employées aussi maintenant par des instances de sécurité sociale dans certains pays germaniques où en fait on va regarder que la personne utilise la main polydigitale pour lui maintenir cette solution-là d'appareillage. C'est-à-dire que concrètement, ces mains-là coûtent 50 000 € au lieu d'une main classique une main classique à 10 000 € qui fait juste une ouverture-fermeture de pince. Mais ces mains-là, elles demandent un contrôle, un investissement beaucoup plus important. Mais comme elles paraissent futuristes et que les gens veulent toujours être équipés de ce qu'il y a de mieux sur le marché, beaucoup de gens demandent ces mains-là, même s'ils ne s'en servent pas. Donc la sécurité sociale allemande a imposer la mise en place d'un protocole dans lequel finalement on s'assure que la personne utilise les fonctionnalités de cette main-là pour lui garantir son accès, et si par contre elle ne s'en sert pas, on la rétrograde entre guillemets à une main classique. Donc ça interroge déjà sur certaines pratiques et sur l'accès à tous aux soins, mais ça, si on met ça en regard de, par exemple, compagnie d'assurance, il y a quelques années, Vitality, qui proposait de réduire le prix de votre abonnement, votre assurance mensuelle, si vous acceptiez de porter un tracker d'activité qui était consultable par la compagnie d'assurance, pour en gros, si vous acceptez de suivre votre activité et qu'on voit que vous avez une activité physique soutenue, que vous n'avez pas une vie trop sédentaire, alors on réduit vos cotisations mensuelles d'assurance santé. Ça pose des questions sur un détournement de ces pratiques-là, sur finalement le conditionnement du remboursement ou de la prise en charge à un mode de vie imposé par des instances et des dérives liberticides assez importantes. Un problème qu'on envisage assez peu, en fait, c'est le temps long
dans ces innovations technologiques qui ont une durée de vie souvent assez courte. On parle de start-up, de croissance à toute vitesse, etc. On parle assez rarement de la difficulté du passage du statut de start-up à celui de PME, avec une activité pérenne, un service après-vente, une maintenance, une prise en charge sur le long terme. Et il y a une question quand on va proposer des aides techniques au handicap, de dépendance à la technologie que les patients vont induire avec un dispositif qui fonctionne, qui est problématique. Et je vais vous parler d'un exemple assez révélateur. Il y a eu une dizaine d'années une start-up américaine issue de la recherche académique qui a développé un système qui s'appelait le Free Hand System pour des personnes tétraplégiques qui ont perdu l'usage de leurs membres, notamment des mains, qui des fois ont des tétraplégies incomplètes, qui peuvent encore bouger les bras, mais pas fermer les mains sur des objets. On leur implante un stimulateur électrique avec des électrodes dans les muscles de l'avant-bras, qui, quand il est activé, fait fermer la main sur un objet. Et ce système-là, il est déclenchable par une électrode placée dans le pectoral opposé, qui permet par un mouvement de pectoral de contrôler la fermeture ou l'ouverture de sa main sur un objet, et qui permet aux personnes de récupérer la capacité de grasping, et donc beaucoup d'autonomie et de capacité. Cette entreprise, elle a développé ce produit, fait des tests cliniques avec succès, obtenu un marquage, équipé quasiment 800 personnes à travers le monde, soutenue par des cliniciens. C'était une solution préconisée, même en France, on a des patients qui ont été implantés. Et en 2012, elle a fait faillite. Et donc, depuis 2012, il y a 800 personnes à travers le monde qui sont équipées de ce système-là. Donc, par exemple, cette femme-là, qui est traitée en France par le docteur Charles Fatal, avec qui on a écrit un article dans un ouvrage collectif sur la dépendance technologique, et qui, finalement, était très satisfaite de ce système qui l'avait libérée de la nécessité d'une aide technique, d'une aide de vie pour attraper des objets du quotidien, qui le trouvait utile, confortable, elle avait récupéré de l'autonomie, et s'est retrouvée, quand il est tombé en panne et que plus personne ne voulait assurer la maintenance, comme elle le dit, une deuxième fois tétraplégique. Et donc finalement, il est important dans les solutions qu'on envisage d'envisager la dépendance que les gens vont avoir, le service rendu, et finalement la criticité en fait, du système, et donc de ne pas tant penser peut-être le système sur la question de performance, mais sur la question de robustesse, de longévité, d'intercompatibilité avec, par exemple, d'autres dispositifs. Dans le cas des pacemakers, il y a une réglementation qui impose une intercompatibilité entre les marques, ce qui fait que si un producteur de pacemaker coulé, il y aurait toujours la possibilité que le matériel soit géré ou repris par d'autres partenaires. Ce qui n'est pas le cas là-dedans. Et le souci, c'est qu'on le voit mal sur la photo, mais cette personne commence à avoir un escarre au niveau des électrodes implantées qui ressortent. Et personne n'a envie de prendre la responsabilité de retirer ces électrodes et de potentiellement amener à des lésions et des complications. Et donc, c'est un exemple de l'oubli du long terme et de la nécessité peut-être éthique de considérer ces problématiques-là pour les développeurs. Dans cette problématique, toujours de risque pour la personne, il y a des questions qui se posent sur le principe fondamental de minimisation ou de principe de précaution qui veut que on va minimiser les risques de l'innovation qu'on propose par rapport aux services rendus. Et on assiste actuellement dans le domaine de la technologie pour le handicap à beaucoup de convergence vers des pratiques invasives qui font recours à de la chirurgie. Il y a ce fantasme de se connecter au système nerveux périphérique et central pour capter l'information, l'intention motrice, pour piloter une prothèse, un exosquelette, un fauteuil roulant. Et il y a des velléités de se rapprocher. De plus en plus, on avait des électrodes, par exemple, pour les prothèses qui étaient à la surface de la peau. On va de plus en plus vers des électrodes dans les muscles, voire cuff autour des motoneurones, voire implémentés dans des voies médulaires, voire dans le cerveau avec différents types d'implants. Et une technologie qui est très à la mode actuellement et qui est appelée semi-invasive, et on peut se poser la question éthique de la semi-invasivité, c'est l'électrocorticographie. Vous avez 3 niveaux d'implants cérébraux qui existent. L'électroencéphalographie, au-dessus du crâne, donc un casque que vous mettez, mais c'est très perturbé par le scalpel, les cheveux, la boîte crânienne. Vous avez les implants intracérébraux, donc qui sont plantés dans les tissus neuronaux, qui sont invasifs. Et vous avez l'électrocorticographie, ou ECOG, qui est censée être semi-invasive parce qu'on vous met une grille d'électrodes sous la boîte crânienne à la surface de la dure mère, mais qui ne pénètre pas cette barrière-là. Donc c'est vrai que c'est moins invasif, mais vous voyez quand même l'opération chirurgicale, ça représente quand même quelque chose de très lourd. Et là, c'est la solution développée par Clinatech à Grenoble en 2019, le service du professeur Louis Ali Benhabib, où on a quand même 2 trous de 7 cm dans la boîte crânienne pour
à la fin avoir accès à un décodage des intentions motrices via la reconnaissance d'états cérébraux qui est très simple. On parle de décoder des actions comme marcher, s'arrêter, avant, arrière, droite, gauche, pas plus, pas moins. Donc, en rapport au service rendu et par rapport à sa prétendue semi-invisivité, on peut se poser des questions autour de la minimisation, notamment aussi autour des questions de principe de précaution. Donc il y a plein de recherches sur des implants, des électrodes implantées, etc. Et il y a des travaux qui commencent à apparaître, qui montrent, vous avez tous entendu parler récemment des problématiques autour de la start-up de Elon Musk, Neuralink, où le premier patient humain appareillé, au bout de 3 semaines, avait perdu 85% des connexions des électrodes implantées. C'est parce qu'on a un problème, c'est que quand on implante un corps étranger dans des tissus nerveux, il y a un phénomène qui n'est pas couramment mis en avant, mais qui permet qui un peu coupe court à toute discussion sur les potentiels des BCI à l'heure actuelle. C'est le phénomène de gliose. C'est que quand vous avez une électrode implantée, vous avez en fait un phénomène d'inflammation qui va faire apparaître des cellules gliales qu'on a dans le cerveau, qui vont créer une gangue entre l'électrode et les neurones, qui d'une va limiter le potentiel de communication avec les neurones, mais de deux, qui dit cellules gliales, les cellules gliales sont des cellules qui ont un rôle métabolique dans le cerveau, elles vont amener de la vascularisation avec elles. Et donc vous avez piqué une électrode dans une zone purement neuronale, et vous vous retrouvez après quelques semaines avec une zone qui ne communique plus, et qui en plus a été remplie de vaisseaux sanguins, avec la migration des cellules gliales, qui va rendre son retrait particulièrement dangereux. Donc, encore une fois, ça interroge la balance bénéfice-risque de ce type d'innovation. Un autre exemple sur la minimisation au principe de proportionnalité. Alors je m'excuse, j'ai un problème de vidéo qui ne passe pas, mais je vous décrirai ce que vous êtes censé voir. Il y a une technique actuellement chirurgicale qui est populaire depuis quelques années, qui est arrivée en France en 2019, qui s'appelle la réinnervation ciblée, et qui commence à être très populaire chez les personnes amputées de membres supérieurs, qui consiste en fait finalement à rerouter des nerfs amputés vers des groupes musculaires sains qu'on dénerve. En 2 mots, quand vous êtes amputé du bras, vous gardez en général une portion de biceps et de triceps que vous pouvez contrôler. Ces 2 actions de contrôle du biceps et du triceps, on peut arriver à mettre des électrodes dessus pour extraire des signaux. Vous contractez le biceps, ça donne un signal. Vous contractez le triceps, ça en donne un autre, pour contrôler une prothèse. Ça marche très bien, c'est assez facile à maîtriser. Le problème, c'est que vous n'avez pas en général que peu de fonctions sur la prothèse. Vous allez avoir un coude prothétique, un poignet prothétique, une main prothétique, des fois avec plusieurs doigts. Donc pour la contrôler, ça va être compliqué. Et donc l'idée, c'est que 2 signaux pour contrôler beaucoup de degrés de liberté, c'est compliqué. Donc la chirurgie TMR, réinnervation, propose de prendre les nerfs qui allaient vers votre main, les nerfs moteurs, et de les réemboîter dans des portions de nerfs qui innervent des petites parties de biceps et de triceps qu'on va détacher du reste du biceps et du triceps, qu'on va isoler avec des tissus adipeux. Et donc concrètement, quand cette chirurgie a marché, 60% des cas, après 6 mois de rééducation, vous avez la possibilité, en évoquant votre main fantôme, de contrôler 2 zones de votre muscle séparées. Et donc au lieu d'avoir 2 signaux, vous vous retrouvez avec 4 signaux. Ce qui est intéressant, mais ce qui en fait est un peu décalé quand on compare la lourdeur de la procédure à le service rendu. Alors là, la vidéo ne marche pas, mais vous avez ici une jeune femme qui s'appelle Priscille Déborah, qui est une personne triamputée, qui a été la première femme qui a reçu une TMR en France, médiatisée sous le nom de première femme bionique française, on ne sait pas trop pourquoi, et qui en fait, grâce à cette chirurgie-là, qui a coûté énormément, et pas tant que financièrement que cognitivement et en effort et en temps pour elle et les chirurgiens, lui permet de faire des mouvements sur la vidéo où on voit de coudes et de mains en même temps. Ça reste une avancée, mais ça reste désuet par rapport à, vous voyez, les mouvements sont synchronisés, ça reste loin d'une utilisation naturelle et fluide et intuitive d'un membre. Et nous, ce qu'on a montré récemment, c'est qu'au lieu d'améliorer la chirurgie, on peut très bien améliorer les algorithmes d'IA de décodage des activités myoélectriques. Et c'est ce qu'on fait là-dessus avec des grilles d'électrodes et des algos de machine learning, avec des équipes de neurosciences de Marseille. On arrive aux mêmes performances sans chirurgie, en améliorant les capacités de décodage de l'intention motrice de l'algorithme, plutôt qu'en améliorant la personne à avoir des signaux plus propres et plus faciles à décoder. Une autre question sur la spécification de la finalité qui fait écho avec la question du double usage, du dual use des technologies qu'on voit actuellement sur les champs de bataille, les drones commerciaux à usage civil qui sont détournés pour des usages militaires. Il y a un exemple, par exemple, de certaines de ces technologies-là, c'est la TDCS, la stimulation crânienne, Transdirect Cranial Stimulation. Donc en fait, ça consiste à faire circuler un courant léger électrique
entre 2 électrodes placées de part et d'autre de la boîte crânienne. Et en fait, c'est un outil thérapeutique utilisé pour traiter les troubles moteurs, les troubles psychiatriques, les troubles du langage. On n'a pas encore une compréhension parfaite des mécanismes à l'œuvre derrière. Et toujours est-il que ces technologies, ça revient à faire circuler un faible courant dans la boîte crânienne, sont faciles à mettre en œuvre de façon hacking. Et il y a eu plusieurs papiers qui ont montré que ces technologies peuvent augmenter légèrement les capacités cognitives. Il y a autant de papiers qui disent qu'elles améliorent que d'autres qui disent qu'elles n'améliorent pas et qu'elles vous apportent des bonnes migraines. Mais il y a des papiers qui ont montré que quand vous placez 2 éponges humides avec un petit stimulateur de courant régulé, vous pouvez avoir un gain de 5 à 10% de capacité cognitive sur des jeux de stratégie. Et donc, des biohackers, des grinders, des utilisateurs lambda se sont emparés de ces technologies-là et les mettent en œuvre dans leurs environnements, à leur domicile, dans leurs applications de loisirs, etc. Donc, il y a un double usage qui est fait. Et on peut se poser la question de comment anticiper tous les usages et les détournements qui seront faits. On évoque très souvent la problématique du principe responsabilité de Hans Jonas, mais il est très difficile d'imaginer à l'instant T où on développe une technologie, comment elle pourra être réemployée par la suite ou détournée, ou beaucoup plus facile d'accès parce qu'une technologie devient moins chère pour le grand public. Un autre exemple, en fait, plus vaste, c'est un questionnement éthique qui revient assez souvent autour de la notion de consentement libre et éclairé, qui fonde quand même la démarche d'une recherche éthique et intègre et responsable. En fait, il faut savoir que dans le monde des prothèses, l'exemple que je montre est un peu compliqué à suivre, mais c'est que beaucoup de personnes appareillées des prothèses, même des prothèses très sophistiquées, finissent par les abandonner. Les derniers chiffres montrent que quasiment entre 30 et 50% de la population qui appareille une prothèse finit par la mettre au placard et ne pas s'en servir. Et ça, c'est aussi lié à une problématique de l'éclairage que les gens n'ont pas. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de prendre une décision sur la solution d'appareillage qu'ils vont vouloir prendre ou accepter, basée sur la connaissance qu'ils ont de la technologie. Et la connaissance qu'ils ont de la technologie et du service rendu, eh ben, soit elle est inexistante, soit elle est faite par des fabricants au travers de programmes de plus en plus à la mode, ce qu'on appelle des ambassadeurs ou des égéries. C'est-à-dire que toutes les marques de prothèses ont des mannequins, on peut appeler ça comme ça, qui sont des porteurs de prothèses, qui en échange du port de la prothèse font des activités de promotion sur les réseaux sociaux, dans des salons, etc. et qui ont toujours une façon extrêmement embellie de montrer la réalité du vécu avec la prothèse et qui sont d'ailleurs pas représentatifs de la population appareillée. Et donc les gens ont une tendance à avoir accès à un éclairage sur l'apport de ces technologies au travers de ces programmes ambassadeurs qui sont en fait décalés et qui aussi véhicule quelque chose d'assez problématique, c'est la croyance en une réparation spontanée. C'est-à-dire que très souvent, quand on voit ces gens appareillés, on se dit c'est simple. On gomme le fait que, comme un instrument de musique, il a fallu plusieurs années de pratiques répétées pour arriver à s'en servir, ou que quand par exemple cette personne, elle prépare une salade de fruits avec la prothèse, elle va faire une sieste de 2 heures après parce que la concentration cognitive que ça lui a demandé pour faire ses contractions musculaires pour arriver à faire la tâche fait que dans la vraie vie, quand elle cuisine, elle se sert que de sa main valide et pas de la prothèse. Donc on véhicule un imaginaire des technologies qui biaise la capacité des gens à juger ce que la technologie pourrait leur apporter ou pas et à prendre des décisions médicales ou d'appareillage pour eux. Et cette question, elle se pose aussi sur, par exemple, des technologies plus avancées, la promotion ou la médiatisation qui est faite de certaines avancées technologiques. Là, on avait une vidéo d'une femme donc tétraplégique qui pilote ce bras prothétique. Elle arrive difficilement à attraper un soda et se le porter à la bouche. C'est quelque chose d'incroyable, c'était une prouesse vraiment majeure. Mais aucun média n'a mentionné un aspect des Material and Methods de l'article, qui est que cette vidéo a été tournée entre le jour 1952 et le jour 1975, 5 ans après l'implantation, et qu'elle avait un protocole d'entraînement de plusieurs heures par semaine. Donc c'est le résultat, parce qu'il a fallu arriver à stabiliser et l'algorithme et l'état cérébral de la personne, parce qu'arriver à penser 2 fois de la même façon pour que ça génère les mêmes signaux au gré des pertes de contact d'électrodes implantées, etc., c'est particulièrement difficile à stabiliser. Donc, quand on voit les discours actuellement de Elon Musk et de sa société Neuralink sur l'intérêt et la facilité et comment on va tous être révolutionnés par la pose d'électrodes qui vont nous permettre en fait, de décupler nos capacités, en fait, c'est une négation complète de finalement la réalité et c'est un éclairage complètement faux et biaisé qui va pousser peut-être des gens à s'engager dans des protocoles d'implantation alors qu'ils n'en mesurent pas la totalité des conséquences.
Un autre exemple, alors là, il y avait 3 vidéos promotionnelles pour des prothèses de membres inférieurs et supérieurs où on voit des gens, en fait, je vous fais un résumé, mais des gens jeunes, beaux, sportifs, qui vivent leur vie librement avec leurs prothèses, pratiquent des sports, sortent avec des amis, ont une vie culturelle et sociale, etc. Mais surtout, ils sont jeunes. Et quand on regarde les chiffres, actuellement, pour les amputés de membres inférieurs, plus de 90% des personnes ont plus de 60 ans. Parce que la majorité des amputations traumatiques, elles sont liées à des diabètes. Et donc, c'est essentiellement des personnes âgées avec des comorbidités, des polytraumatismes qui sont amputés, qui sont rarement porteurs de prothèses, qui sont souvent en fauteuil. Et donc, finalement, c'est assez surprenant que la communication soit faite autour de personnes à qui la prothèse ne se dessine pas principalement. C'est-à-dire qu'il y a une personne de plus de 50 ans dans le clip, mais c'est vraiment la seule qu'on voit. Donc on peut se poser la question de finalement l'innovation, est-ce que c'est éthique de répondre aux besoins d'une minorité et à quel besoin, à quel usage on répond? Et je vais aller un peu plus loin. En fait, nous, concepteurs de technologie, il est très difficile d'arriver dans ce brouhaha d'imaginaire culturel, de désir de futur technologique, d'arriver à déterminer où est le besoin et quel est le besoin réel des usagers, et ne pas se confondre en des besoins peut-être de la société néophile qui s'intéresse à se sentir plus futuriste. Ça, c'est un reportage qui a été fait par la BBC sur un jeune anglais, James Young, qui a été appareillé d'une prothèse qui a été sponsorisée par un éditeur de jeux vidéo qui s'appelle Konami Prosthetics, qui fait des jeux vidéo futuristes dans lesquels il y a des héros amputés. Donc ils ont fait une prothèse très sophistiquée avec un drone, des lasers, un look des canons esthétiques du cyborg, mais qui, en fait, dans le reportage, on le voit, fonctionne extrêmement mal. Elle a été faite par des designers et pas par des technologues. Et donc, finalement, peu ou prou, même si elle a l'air moderne, elle se comporte comme une prothèse myoélectrique des années 70, pas plus, pas moins. Et donc, le patient en parle et dit, en fait, ça me remet devant mon handicap, c'est une catastrophe. Et on observe un phénomène qui est que la technologie, là, amène à un échec de réparation fonctionnelle complet. Par contre, dans une deuxième partie du documentaire, ce qu'on voit, c'est que peu importe la fonctionnalité qu'elle lui récupère, peu importe le côté utilitariste fonctionnel sur arriver à agir sur son environnement, le design de la prothèse fait que les gens ont le regard attiré vers la personne amputée appareillée, que ça devient un facilitateur de réinsertion sociale. Les gens viennent le voir, commencent à discuter, que ça lui permet, en fait, il évoque le fait de se retrouver en fait à nouveau socialement intéressant et en fait arriver à détourner le regard des gens des stigmates du handicap vers des stigmates du cyborg et de détourner comme ça finalement les pensées négatives qu'il peut y avoir autour de l'infirmité, de jouer en fait finalement des canons esthétiques de la prothèse. Et donc on se rend compte, et c'est un élément moi que je rappelle beaucoup à mes étudiants, c'est que des fois quand on répond technologiquement aux besoins, on répond finalement à un besoin de reconnaissance d'être technologique de la part des patients plutôt qu'un besoin de vraiment un service rendu fonctionnel par la prothèse. Donc il faut arriver à comprendre ces phénomènes-là. Et oui, je finis. Un autre point peut-être plus encore global, c'est la question de la recherche éthique en technologie pour la personne ou pour le handicap en France. En fait, une recherche éthique, elle se doit, comme toute recherche impliquant la personne humaine, de protéger la personne. Donc, c'est le principe de la RIPH, recherche impliquant la personne humaine. Donc, quand on fait une expérimentation avec un dispositif technologique sur une personne, on se doit d'obtenir l'accord d'un comité d'éthique, un CPP, d'un comité de protection de la personne, voire d'obtenir pour cette validation une autorisation de l'ANSM, qui va demander l'équivalent d'un marquage CE, de prendre en compte, de souscrire à des assurances, de prévoir une promotion de la recherche, de prendre en compte des statisticiens, etc. C'est un processus extrêmement long, coûteux et complexe à mettre en œuvre, notamment quand on fait de la recherche de développement de prototypes. C'est-à-dire que quand vous avez un prototype, il est difficile d'arriver à avoir un marquage CE pour un prototype intermédiaire dont vous voulez valider les premiers résultats. Mais à la fois, donc, on a ce cadre-là qui est strict et compréhensible, notamment quand on pense au scandale qu'il y a pu y avoir ces dernières années sur des pratiques d'essais cliniques du médicament. Mais à la fois, la recherche éthique, elle doit répondre aux besoins des personnes. Or, le problème qu'on a, c'est que ces pratiques-là et ces recommandations-là ont une tendance à nous éloigner des personnes, c'est-à-dire que ça retarde le moment où on se confronte aux experts usagers, aux personnes qui vont vraiment utiliser la technologie et en ont besoin. Or, en fait, pour être éthique, une recherche, elle devrait vraiment avoir une interaction étroite avec les patients à plein de stades de développement préliminaire, pour éviter l'écueil d'arriver à la fin avec un gadget
qui correspond à une image de science-fiction qu'on avait du handicap et qui n'est pas celle du résultat attendu. Et donc, c'est difficile de concilier les deux. Il y a des problématiques qui sont mises en place, des solutions à ça. Par exemple, il y a des Fab Labs qui proposent des travaux de co-conception entre des utilisateurs usagers porteurs de handicap et des fournisseurs de technologies qui se mettent à leur service. Il y a par exemple des disciplines de coopétition comme le cibathlon, qui est une sorte de pendant des Jeux paralympiques pour des personnes appareillées avec des technologies actives qui poussent en fait le co-développement entre des pilotes amputés. Là, on a un pilote de prothèse amputé et des personnes amyotrophiques en fauteuil, où on s'entraîne collectivement main dans la main pour faire des épreuves de sport du quotidien avec des aides techniques, et qui nous permet en fait de se rapprocher d'eux et de, selon moi, faire une recherche plus éthique parce que plus proche de leurs besoins réels et moins drivé par des enquêtes ou des perceptions peut-être biaisées culturellement des besoins de ces personnes. Et le dernier point peut-être majeur autour d'un questionnement éthique, légal et sociétal que ces technologies-là soulèvent, c'est que depuis, en France, depuis la loi Veil en 1975, qui a mis en place les procédures de remboursement par la sécurité sociale des aides techniques, qui était une loi intégrative, c'est-à-dire qu'on fournit aux gens des aides techniques pour qu'ils se remettent à niveau d'une société avec une certaine normalité. Depuis la loi d'autonomie des personnes de 2005, on est censé passer à une société inclusive. C'est-à-dire que plutôt que de fournir des aides techniques aux gens pour les remettre à une normalité, c'est plutôt la société de faire un effort pour se rendre plus accessible, plus inclusive, etc. Mais force est de constater que par la promotion des aides techniques, il y a plus d'argent qui est disponible parfois pour développer des exosquelettes à plusieurs centaines de milliers d'euros pour arriver à monter quelques marches d'escalier, plutôt que quelques milliers d'euros pour aménager des bâtiments publics en 2024 par rapport à une loi de 2005 pour qu'ils soient accessibles en fauteuil aux personnes. Donc il y a un désamour finalement de la promotion de ce type de solutions inclusives par rapport à une approche toute technologique qui malgré tout reste intégrative parce qu'elle pousse à une certaine norme sociétale et une norme humaine. Voilà, donc pour conclure, en fait, tout ça pousse vers une réflexion importante à conduire sur une éthique de la recherche en robotique médicale, en robotique pour la santé, chose qui avait déjà été entreprise par la CERNA, le comité d'éthique de la recherche de l'Alliance du numérique à l'ISTEN, qui est devenu CNPEN et récemment CCNEN, le Conseil consultatif national d'éthique du numérique, qui en 2014 avait amorcé des bribes de réflexion dans ce guide d'éthique de la recherche en robotique, en proposant des questions en dehors du suivi du respect des principes d'éthique médicale et des droits fondamentaux, de s'interroger sur les questions majeures d'autonomie, d'intégrité, de réversibilité de l'augmentation, des questions de discrimination et de communication publique en lien avec cette question de démystification, de consentement éclairé des personnes. Et puis il y avait des cas particuliers sur le robot autonome et la robotique d'assistance sociale, les sortes d'utilisation de NAO pour la remédiation, etc., qui a introduit des questions supplémentaires. Toujours est-il que voilà, il y a une nécessité d'une éthique de la recherche en robotique qui passe pour nous, chercheurs, enseignants-chercheurs, par une éducation des étudiants en ingénierie ou en développement de solutions technologiques à ces questions éthiques et sociétales, en essayant d'avoir une approche holistique, c'est-à-dire de ne pas faire que de l'innovation technologique, de considérer comment la technologie va être utilisée, dans quel cadre de valeurs morales, culturelles et sociales elle va être exploitée. Et tout ça, ça passe par un recentrage autour de l'humain et notamment une communication mesurée, démystifiante et pédagogique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Nathanaël. Eh ben, je vous propose qu'on commence directement la discussion et qu'on prenne vos questions. Anne ? J'ai plus une question pour Nathanaël, mais peut-être que vous pourrez aussi réagir, Claire. C'était hyper intéressant d'avoir votre perspective qui est à la fois informée par votre pratique en robotique et cette réflexion éthique très riche. Et j'ai été frappée, je ne sais pas si c'est vraiment une question, peut-être plutôt un commentaire, mais vous avez parlé donc du principe de précaution et aussi d'un principe de minimisation, où dans ces cas-là, l'objectif de la technologie, c'est d'être aussi minime que possible pour laisser à la personne la possibilité de vivre de la manière qui est pour elle la plus normale et non pas par rapport à une certaine norme.
Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a entendu pour la première fois pendant cette conférence, durant votre exposé, parce que ce soit avec l'intelligence artificielle ou les biotechnologies, on est plutôt au contraire dans la maximisation, d'en avoir plus pour être plus efficace. Et c'est un peu ce qui ressortait aussi de votre exposé, Claire, en ce sens-là, où on va trouver vraiment des solutions avec un apport technologique. Donc, est-ce que vous pensez que c'est très spécifique à votre cas, ou est-ce que vous diriez que ça s'applique à d'autres technologies, cette direction? Merci beaucoup pour le commentaire et la question. Je pense qu'il y a une spécificité de ce domaine-là, qui est qu'on est quand même très conscient du décalage entre solutions technologiques à un problème biologique et humain. Et donc, la croyance en l'IA toute puissante et une maximisation de la réponse technologique, elle ne peut pas vraiment se faire dans ce domaine-là, où en fait, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et finalement, la bonne réparation du corps, actuellement, elle se fait surtout chirurgicalement, de façon médicamenteuse ou biologiquement. Et pour beaucoup, on pense que cette étape d'hybridation par la technologie, ça va être une étape, actuellement on a un besoin, mais qu'à terme, peut-être la chirurgie régénératrice, les thérapies géniques vont solutionner ce problème d'une façon que nous, on ne pourra jamais atteindre. En fait, il y a de telles limites à une réparation technologique des corps, quand bien même on prendrait par exemple un exemple que je montre souvent, c'est les ostéo-intégrations. C'est-à-dire qu'on a des solutions actuellement avec des implants en titane qu'on met dans l'os des personnes pour tenir la prothèse sans passer par une emboîture. Les gens parlent de titane, ils ont l'impression que c'est le futur, et ils ont dans l'idée ces héros de comics qui ont le squelette remplacé par du métal. En fait, ce qu'ils savent pas, c'est qu'au bout de 10 ans, l'implant en titane, il est déglingué, alors que l'os va très bien, parce que l'os se régénère, dès qu'il y a microfissuration, en fait, il se répare, et que le meilleur des matériaux qu'on a sur Terre, le titane, n'est pas capable de ça. Et donc, l'avenir totalement technologique, je pense, n'est pas envisagé dans notre cas, ce qui fait qu'on aurait moins une tendance à mettre tous les œufs dans la solution, ça va être d'abandonner notre corps biologique pour un corps technologique. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on est peut-être plus précautionneux et qu'on ne se voit pas comme la solution ultime, contrairement à des cas d'IA où en fait on se dit toujours plus parce que peut-être il va y avoir une singularité, un déblocage et que la solution va venir de plus de technologie. Mais je répondrai brièvement en disant qu'il y a beaucoup de liens entre les deux présentations, mais une question dont je n'ai pas parlé, c'est que bien sûr la question de amputation et de jambes reconstruites, c'est très important pour les gens militaires. Surtout là maintenant à Tel Aviv, il y a tout un hôpital nouveau pour reconstruire les false limbs. Il y a toujours un côté dangereux là-dessous. Alors, j'ai entendu parler des gens militaires qui parlent de chip technology pour faire en sorte que ça travaille mieux. C'est un niveau au-dessous, je pense que... mais il y a un danger de cyber-attack. Alors, c'est tout à fait possible de faire tout ce qui travaille sur chip peut être attaqué. Alors, imaginons qu'il y a beaucoup de soldats qui avaient des bras ou des jambes qui étaient remplacés par des faux qui marchent par chip, qui peuvent être attaqués de l'étranger. Les possibilités sont incroyables. Alors, plus on utilise la technologie, plus on sera vulnérable à des attentats cyber et autres. Juste un point de remarque qui me vient aussi, c'est que dans la minimisation, en fait, elle fait aussi beaucoup appel aux pratiques, elle est très liée à la pratique chirurgicale invasive, où en fait, elle est un peu pensée, ce principe de minimisation, sur envisager telle opération avec tel risque pour tel gain minime, on va peser le pour et le contre. Et donc cette image de la chirurgie et de ses risques, elle joue quand même pas mal le garde-fou
dans nos domaines, alors que si on parle de minimisation, par exemple, du coût énergétique de l'IA pour des questions de sustainability, etc., c'est plus lointain, cette question du coût énergétique, et donc de minimiser peut-être le principe de minimisation des dépenses énergétiques par rapport aux services rendus par un algo d'IA, il est lointain, alors que le côté de « on va vous ouvrir en deux », vous avez 60% de chances de survivre pour vous améliorer comme ça, je pense que la balance, elle est plus rapidement perçue. Et donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a ce principe-là apparaît plus souvent dans le domaine médical. Merci pour ces deux exposés extraordinaires, tous les deux, chacun à sa manière. Pour Nathanaël, j'ai 3 remarques. 2 sont des commentaires et le troisième est une question. Le premier commentaire, c'est, tout le monde connaît les lois fondamentales de la dynamique. Il y a une autre loi fondamentale que j'ai formulée, qui est la loi de l'imperfection fatale des ersatz. Il n'y a aucun ersatz qui est parfait. Et je crois que, évidemment, je ne vous apprends rien, j'apprends rien à personne, mais c'est absolument fabuleux à quel point cette loi est constamment oubliée, pour des raisons intéressées, si on est marchand de ces machins-là, et aussi par une espèce d'aveuglement plus ou moins volontaire. Ah oui, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est un ersatz. Les merveilles actuelles, autant, disons, l'intelligence artificielle symbolique était une tentative pour faire une vraie intelligence, une intelligence synthétique, c'est-à-dire une fois qu'elle est fabriquée, elle est indiscernable de la chose elle-même, de la chose naturelle, au niveau évidemment traitement de l'information. Mais ça n'a pas marché, comme par hasard. Mais ce qui marche actuellement, c'est une intelligence artificielle complètement ersatz. Elle donne les résultats, mais elle ne suit pas du tout les mêmes processus. Et étant ersatz, elle se confronte nécessairement à des imperfections irréductibles. Et donc, c'est exactement, vous avez donné des dizaines d'illustrations absolument extraordinaires et variées de ce principe, de cette loi fondamentale, qui est une loi empirique, je dirais, mais c'est une loi empirique fondamentale. Donc ça, c'était mon premier commentaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le deuxième commentaire, là aussi, est très intéressant. Quand on regarde ces questions éthiques, et vous en avez soulevé là aussi, il y a de quoi faire un cours d'1 année sur les exemples que vous avez donnés. On est pris entre 2 désirs. L'un, c'est évidemment de former les gens aux principes éthiques généraux, se méfier, principe de précaution, principe de minimisation, etc. Et c'est très bien, parce que c'est une sorte d'économie cognitive d'essayer de ramener les innombrables cas particuliers à un certain nombre de règles générales. Faites attention en général dans ce cas-là, etc. Donc ça, c'est très bien, et c'est donc ce que font tous les comités d'éthique du monde, en IA, en médecine, etc. Mais l'illusion serait de penser que le travail s'arrête là. Et je sais que c'est une illusion que vous n'avez pas, j'ai bien sorti à votre manière d'en discuter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y aura un cas particulier. Et ce cas particulier doit être envisagé, évidemment, avec l'aide de ces principes généraux qui sont formulés sous forme de recommandations, guidelines, chartes, etc., mais qui seront toujours le cas particulier de la personne particulière qui va être appareillé dans telle et telle condition. Et c'est là qu'intervienne une certaine forme d'éthique, en quelque sorte interventionnelle, qui va intervenir sur le champ particulier. Évidemment, en particulier quand il y a des cas dramatiques, etc., moins, parce que le temps est compté, mais il me semble que ces 2 degrés, en quelque sorte, d'éthique appliquée doivent être clairement maintenus, clairement à l'esprit. Alors ça, c'est mon deuxième commentaire, et évidemment, dites-moi ce que vous en pensez. Et la troisième chose, c'est, est-ce que vous vous promenez tous les jours avec des garde-corps autour de vous? Parce qu'il me semble que ce que vous dites, le message dont vous êtes porteur, est tellement dangereux pour un certain nombre d'intérêts économiques et d'une tendance générale dans l'univers aujourd'hui, que vous devez être une personne dangereuse, marquée probablement, et l'objet d'un contrat. Merci beaucoup pour ces questions. Ah oui, et alors, pour Claire, simplement, finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a
pas tellement d'issue, et pratiquement l'issue, c'est peut-être de considérer que la guerre est une chose épouvantable. Alors un peu plus ou un peu moins, de toute façon, on ne va pas trop résoudre les problèmes que tu as posés. Et voilà, il faut essayer d'agir en amont, éviter les guerres. Mais une fois qu'une guerre est lancée, une attitude générale de guerre, on ne voit pas très bien comment résoudre les problèmes que tu as posés. Merci beaucoup pour ces questions et ces remarques. Peut-être pour le premier point sur les ersatz, je n'étais pas familier de ce principe-là, mais je le trouve effectivement très représentatif. En fait, je pense que les gens, quand on a un mythe culturel très fort, comme par exemple celui du cyborg, qui est très présent, de voir une bribe, un début de quelque chose qui s'apparente à ça, pousse les gens à généraliser et à se projeter dans l'après. Et je pense que c'est un des mécanismes humains qui est à la racine de ça. C'est-à-dire que dans les imaginaires de cyborg, qui sont tellement présents que dès qu'on voit une interface cerveau-machine marcher pour juste ouvrir et fermer la main, on a l'impression que c'est une première brique. On a aussi une croyance invétérée en un progrès sans faille. Or, en fait, de même que la croissance n'est pas infinie et constante, il y a des questions de progrès permanent technologique. Tous les transhumanistes, tous les futurologues qui s'appuient sur des modèles éculés comme la loi de Moore pour dire regardez comment on a progressé rapidement, donc ça va continuer. Il y a une négation de l'impossibilité scientifique où les gens pensent qu'on fera toujours mieux. Et donc si ça ne marche pas actuellement, en fait, c'est pas grave parce que c'est le début, c'est normal, et on finira par y arriver. Donc en fait, cette croyance qu'on progresse toujours technologiquement, scientifiquement, fait qu'un ersatz, c'est une première brique sur la route qui nous amène vers ça. On n'y est pas encore, mais la route est là. Donc je pense que ça, c'est un des mécanismes qui est à l'œuvre et qui est problématique parce que les gens attendent toujours plus, ont des fois une certaine déception à regarder l'état actuel des possibilités, même s'il est fantastique, à toujours voir en fait la différence par rapport au mythe ou à l'imaginaire qu'ils ont en tête. Donc c'est un vrai challenge. Pour votre deuxième remarque, c'était par rapport à... Ah oui, je suis pas éthicien, je suis pas philosophe. Je m'intéresse à ces questions et j'ai l'impression qu'il y a une question d'éthique appliquée et que dès qu'on va être sur des principes généraux, il y aura toujours comme vous l'avez dit, des exceptions, et que dans le cadre de l'appareillage et de l'individu, il y a des spécificités, il y a la question de la personnalisation autour du patient, de son projet de vie, de ses valeurs, etc., elle est fondamentale, et qu'on devra passer par cette étape de revenir à une échelle micro et pas de décider seulement à l'échelle macro. Et enfin, j'aimerais bien en fait être une menace pour ces entreprises ou ces technologues, mais hélas, notre voix n'est pas beaucoup entendue, en fait, dans le sens où la voix des scientifiques, et c'est le cas pour l'IA, en fait, une partie de la recherche sur l'IA et de la communication sur l'IA, elle ne se fait plus par les chercheurs et les académiciens de l'IA, mais par des gens qui ont un intérêt économique et politique à pousser ces technologies. Et donc, j'aimerais qu'on soit des menaces et que j'aimerais avoir des gardes du corps parce que j'aurais un pouvoir, mais hélas, on a un peu l'impression de se battre contre des moulins à vent. Quand au mieux, on se fait critiquer, on se fait, comment dire, estampillé comme négatif, avec une image très sombre de l'avenir des technologies, des possibilités. Au pire, en fait, on se fait labelliser comme chercheur et pas dans la réalité de la fabrication des produits, de la commercialisation et de l'avenir. Merci pour votre question. Tu voulais rebondir aussi sur... Oui. Merci beaucoup. Alors, une brève question. Il est toujours difficile de savoir s'il vaut mieux rentrer par les technologies ou rentrer par les finalités quand on s'intéresse à l'encadrement ou à la régulation des objets scientifiques et techniques. Évidemment, dans TESACO, ça fait partie des questions qu'on s'est beaucoup posées. Et votre exposé, me semble-t-il, a encore une fois illustré cette difficulté parce qu'évidemment, on a une session sur les robots, la robotique, et on voit bien que quand on commence à se poser des questions, on ne se les pose pas du tout de la même manière. Si c'est un robot arme,
et donc la question de la finalité. Si c'est un robot prothèse, donc la question du coup du soin technologique, et de fait, il n'y a pas tant de... Enfin, on peut tout à fait poser en plus des questions assez différentes si on s'intéresse au dispositif de stimulation cérébrale profonde pour la maladie de Parkinson, ou si on s'intéresse à une prothèse qui permet effectivement à une personne amputée de remarcher. Même s'il y a des questions tout à fait communes, et je crois qu'on va en partager un certain nombre dans les prochains mois sur le vivre et vivre avec un soin technologique. Mais voilà, donc ma question, en fait, parce que c'est une question que je ne cesse de me poser, à laquelle je n'arrive toujours pas à répondre en tant que juriste, c'est finalement comment entrer dans ces problématiques. Par la finalité, c'est l'entrée classique en droit. En réalité, on a vu une évolution avec, par exemple, le règlement sur l'intelligence artificielle qui n'est pas encore adopté, qui est adopté, mais dont on n'a pas encore la version définitive. Donc, pour nous juristes, tant qu'elle n'est pas publiée, c'est un peu difficile de considérer que, oui, elle est adoptée, mais on ne sait pas sur quel texte travailler. Mais pourtant, on voit bien qu'en fait, c'est un règlement qui apparemment rentre par la technique, mais qui en fait va tirer sur un certain type d'usage malgré tout, avec des problématiques essentiellement autour du numérique, alors qu'évidemment, des IA, au sens de la définition assez large et qui va donner lieu à interprétation de ce règlement, il va y en avoir dans des dispositifs et dans des matériaux et dans des produits très variés, avec des usages très variés. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas si je pense pas avoir de réponse non plus. J'aurais une tendance, nous, en tant que technologue, de pousser à penser la finalité, les usages. Ça paraît banal, mais dans nos labos d'ingénierie, on les a oubliés pendant un certain temps et on y revient en s'intéressant aux notions de co-conception, d'usage, en travaillant avec des gens de Human-Computer Interaction, avec des patients experts. Pendant un certain temps, on s'était isolé de ça et on travaillait sur... je pense qu'il y a la scission entre recherche fondamentale et recherche appliquée en France fait qu'aussi, on n'a pas des fois envie trop de penser l'application pour se donner une image de recherche plus fondamentale, plus scientifique. Et donc, moi, j'aurais une tendance à dire que la clé, même si ce n'est pas la panacée, c'est de penser les usages et d'être assez réactif pour les penser au fil de l'eau quand ils arrivent, parce qu'il sera impossible d'envisager toutes les possibilités d'utilisation des technologies ou de penser en fait les problématiques éthiques sans penser usage et cadre culturel et moral dans lequel ça s'insère. Je pense que ça sera vain. On risque d'être à côté de la plaque, mais je suis très peu expert de ces problématiques fondamentales. La restriction au contexte, comme j'ai commencé à dire, c'est très dangereux parce qu'on a l'idée que dans le contexte de conflits armés, il y a certaines choses qui sont permises, qui ne sont pas permises dans d'autres contextes. Le problème, c'est quelque chose qui est développé dans un contexte sera utilisé dans tous les contextes. Alors, on se raconte une histoire en disant on va limiter les contextes et tout, et l'histoire de la technologie suggère que telles limites sont jamais respectées. Alors, je pense vraiment qu'il faut faire face au fait que si on développe les armes, et c'est très souvent l'usage militaire qui pousse la technologie dans d'autres domaines, surtout, comme j'ai dit, on va trouver cette technologie dans le domaine police, etc., mais aussi dans d'autres domaines, parfois des domaines qui sont avantageux, par exemple dans des domaines médicaux, mais l'inverse, c'est aussi vrai. Si on développe une technologie dans un domaine médical et on pense que ce n'est que pour guérir, on va le trouver de façon dangereuse sur le champ de bataille. Alors, il ne faut pas croire qu'on va pouvoir contrôler l'usage. C'est vraiment une histoire qu'on se raconte. Comme je l'ai dit hier, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. Ni des questions militaires, ni des questions de santé, ni de l'intelligence artificielle en général. Mais ce qui me frappe
dans les exposés que nous avons entendus, c'est l'importance d'un mot que vous venez encore d'employer, et plus généralement d'une notion, c'est celle du contrôle. Et c'est très net dans tout ce que vous avez dit, notamment à propos de la dissuasion, pour la mise en place de procédés de réponse automatique, dans certains cas, à une annonce d'une attaque frontale et désastreuse. Mais quand je vous ai entendu, j'ai pensé aux mines. Et vous êtes venu à l'exemple de la mine, qui n'est plus contrôlée une fois qu'elle est en place. Et si quelqu'un passe dessus, automatiquement, la mine explose. Et c'est tout le problème de savoir si, avec ces armes modernes d'une puissance extraordinaire, qui ont des réactions par les informations qu'on leur donne et les décisions qu'on leur permet de prendre, des réactions qui peuvent être automatiques et dramatiques. Et donc, toute la question, notamment dans le domaine militaire et dans la réponse dans l'utilisation de la dissuasion, c'est de savoir ce qui reste à l'homme, enfin aux autorités politiques, pour enrayer, décider ou empêcher de décider, arrêter. Et tous les exemples que vous avez donnés avec une analogie pour l'animal, c'est très frappant. C'est du même ordre. Et donc là, il y a un problème essentiel, c'est de pouvoir contrôler la machine en la fabriquant par toutes les données qu'on lui donne et contrôler la machine lorsqu'elle prend une décision, surtout ce que cette décision peut mettre en cause l'avenir de l'humanité. Et c'est le contrôle aussi qui est en cause dans l'utilisation de toutes les techniques merveilleuses. C'est extraordinaire ce que vous avez montré. Mais avec, évidemment, tous les dangers, tous les risques. Et Daniel Andler vient de dire que c'était inhérent à toutes ces techniques, à tous ces ersatz. Et donc, il y a un problème aussi de contrôle dans la construction, dans l'utilisation, dans l'exploitation de ces machines. Ce qui ramène à un problème plus général. La notion de contrôle, l'expression contrôle n'est pas populaire. On est soumis à des contrôles, c'est insupportable. Mais nous voyons bien, notamment avec les exposés que vous avez faits, qu'il y a une nécessité du contrôle. Et avec, sur le terrain de la responsabilité, des conséquences. Parce que le problème du contrôle ou de l'absence de contrôle, on en a eu des illustrations en jurisprudence pour l'inertie des pouvoirs publics à ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire face éventuellement à un danger. Je pense notamment au problème de l'amiante. Bon, c'est un problème particulier, mais les solutions qui ont été adoptées l'ont été en vertu de notions et de mécanismes juridiques de responsabilité qui sont exactement transposables aux hypothèses que vous avez évoquées. Alors, ça amène à une considération de la nécessité d'un contrôle plus général, en réalité, de la société, c'est-à-dire des pouvoirs publics. Et le problème de contrôle sur l'ensemble de ces extraordinaires développements de l'intelligence artificielle et des moyens qu'elle donne, c'est un problème de responsabilité politique, et c'est au pouvoir public d'adopter un certain nombre de règles. Alors, on le fait dans le domaine de la santé par tous les comités d'éthique qui ont été mis en place, par l'adoption d'un certain nombre de règles. Je pense à la convention c'est pas Montevideo, c'est dans le Pays Basque, sur l'utilisation de procédés éthiques de Oviedo, oui. Et puis le règlement sur l'intelligence artificielle qui va poser un certain nombre de règles aussi. Et on attend la publication pour en savoir un peu plus, mais enfin on sait déjà un petit peu ce qui a été mis dedans. Donc ça nous ramène, au-delà d'une considération scientifique, à des considérations juridiques et au-delà à des considérations politiques. Nous sommes en présence d'un problème politique qui relève de la responsabilité des pouvoirs publics. Ce ne serait pas étonnant que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Le problème,
c'est qu'on essaie de créer des lois qui s'adressent à ce problème. On se limite, mais dans, par exemple, ce qu'on appelle asymmetric conflict, ce qu'on appelle ça le conflit non asymétrique, on ne peut pas créer des lois pour Hamas. Ils ne vont pas les suivre de toute façon. On ne fait pas les traités avec Hamas. Alors, on se limite, mais ceux qui ont vraiment besoin des limites, on ne peut pas les toucher. Alors, comment faire? À chaque côté, les avances de technologie, ils vont tomber dans les mains des gens qui vont utiliser dans des manières qu'on ne peut pas contrôler. Il faut nous contrôler, bien sûr, mais l'idée que si on se limite, on va limiter d'autres gens, c'est peu probable parce que les technologies ne sont pas si avancées que ça. C'est assez facile maintenant de créer des robots qui peuvent faire beaucoup de mal. Alors, je tombe sur les conclusions très pessimistes. C'est pas pour cela que je suis contre les efforts juridiques. Justement, maintenant, je suis engagée dans un effort de créer des lois au niveau de l'État et peut-être au niveau fédéral pour empêcher le transfert de technologies militaires au département de police aux États-Unis. Il y a un effort maintenant qu'on commence à faire ça. Il y avait un effort de construire une loi dans l'État de Massachusetts qui était très mal écrit. Alors, on travaille là-dessus, mais il faut toujours se souvenir que c'est des empêchements pour les gens qui ne l'ont pas besoin autant que d'autres. C'est ça le problème. Mais quelque part, à minima, ça peut permettre ensuite de condamner a posteriori pour ne pas avoir respecté ces règles, et ça s'applique aux gens du Hamas aussi, quoi. Ça veut dire... Ils s'en fichent, c'est ça le problème. Peut-être, il faut qu'on s'arrête là. Mais merci encore à nos oratrices, orateurs pour cette session.